Un exercice inédit, 64 intellectuels, chercheurs, universitaires et un président de la République pour un grand débat. Et je vais immédiatement donner la parole à une sociologue, Dominique Schnapper. Dominique, vous avez la parole. Merci. Je voudrais reprendre le propos qui avait été tenu par Pascal Bruckner au début de la séance, avant qu'on dérive vers l'économie et la climatologie et toutes sortes de problèmes très intéressants. Alors, c'est pas facile de parler parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais ce qui m'a frappé au cours des derniers mois, c'était l'expression particulière d'une crise de la représentation. Vous en avez parlé d'ailleurs, et d'autres aussi, du fait que la remise en question de toute forme de délégation à un autre qu'à soi. Et du coup, sont revenus, à travers cette crise de la représentation, une véritable crise de la démocratie, puisque la démocratie, c'est de respecter les institutions démocratiques et de respecter l'état de droit. Et vous avez distingué, en répondant à Pascal Bruckner, le problème, disons, des gilets jaunes et d'autre part le problème des casseurs. Mais les deux ne sont pas tout à fait indépendants l'un de l'autre, puisque une remise en cause des institutions de la démocratie, le refus d'avoir des manifestations organisées, qui était une remise en cause des lois communes, a favorisé le développement, par ailleurs, de l'autre mouvement. Et en même temps sont arrivés, du coup, les mythes de la démocratie totale, directe, absolue, qui a toujours existé en même temps que celui de la République représentative, mais dont on sait qu'aucune expérience n'a montré qu'elle débouchait sur la véritable démocratie, la véritable démocratie étant comportant le respect des institutions. Et alors, à cette occasion, je voudrais faire appel à votre jugement. Si nous pensons qu'il est essentiel de défendre les principes de la citoyenneté, qui sont à la fois le fondement de la légitimité politique, la source du lien social, il faut travailler auprès des jeunes générations, parce que je suis très frappée que des principes qui vraiment allaient de soi pour nous n'ont pas été transmis aux générations suivantes. Et parmi ces principes, il y en a un qui, pour ma génération, était de l'ordre de l'évidence, sur lequel on ne discutait même pas parce qu'il allait de soi, qui était celui de la laïcité. Désormais, nous nous trouvons devant une série de problèmes qui sont liés à des atteintes à la laïcité. Alors, le ministère de l'Éducation nationale lutte vaillamment pour que désormais on cesse, selon la formule du ministre, de mettre la poussière sous le tapis. Mais malgré tout, il semble que ces règles essentielles de la laïcité républicaine soient mal transmises aux jeunes générations. Et il y a un certain nombre de résultats de nos amis politistes sur la non-croyance des jeunes générations à la démocratie qui est inquiétante. Et donc, il me semble qu'il est de notre responsabilité, et donc de votre responsabilité aussi, de rappeler ces principes essentiels, parce qu'ils assurent la liberté et la protection de tous, qu'ils soient religieux ou non. Or, c'est seulement si on se tient à ces principes qu'on pourra lutter contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme. Je vous rappelle ce que vous savez, Monsieur le Président, c'est que les enfants juifs ne peuvent pas fréquenter toutes les écoles publiques parce que leur sécurité ne peut pas être assurée dans toutes les écoles publiques. Et donc, il faut s'en tenir à ces principes fondateurs et essentiels. Il faut les comprendre. Il ne faut pas invoquer des modèles du monde anglo-saxon qui valent pour des sociétés qui ont une autre tradition libérale que la nôtre. Nous n'avons pas la même histoire qu'eux, nous n'avons pas la même conception de la République, et il ne faut pas qu'au nom d'une imitation d'autres pays, on en vienne à oublier les problèmes essentiels de la citoyenneté républicaine. Et donc, nous aimerions que vous appuyiez de votre autorité, de votre engagement, ceux qui luttent pour qu'à l'école d'abord, mais ensuite dans toutes les autres institutions, la liberté et l'égalité des hommes et des femmes, de tous les individus, ne soient pas remises en cause par des formes de communautarisme qui sont contraires à notre histoire et à notre tradition. Et je voudrais dire un dernier mot sur l'appel au sens. On ne cesse de dire
On ne sait pas le sens, on a besoin du sens. Alors, j'ai le triste privilège d'être sans doute la doyenne de cette réunion. Et donc, j'ai encore vécu ce qu'a été le combat des résistants les plus héroïques et les plus héroïques en entrant dans la résistance. Ça a été pour assurer exactement la société que nous avons, c'est-à-dire une société libre, assez prospère, qui nous permet de donner le sens que nous voulons à notre vie. Certains d'entre eux sont morts pour cette idée. Et donc, dire qu'il n'y a plus de sens, ce serait peut-être regarder le monde en dehors de notre propre pays, rappeler le passé et montrer que nous sommes dans des libertés qui sont exceptionnelles par la liberté qu'elle nous accorde. Et c'est un honneur de la démocratie de ne pas nous imposer le sens que nous voulons donner à notre vie, mais simplement de nous laisser libres de donner à notre vie le sens que nous voulons. Alors, je n'ignore pas qu'en même temps, ceux qui, pour des raisons personnelles ou pour des raisons sociales, ont de la difficulté à donner un sens à leur propre vie, donc ont l'impression d'être dans le vide. C'est vrai. C'est vrai en même temps, et c'est un des grands dangers, c'est que la liberté soit aussi le vide pour certains d'entre nous. Mais là encore, si nous voulons essayer de remplir ce vide, c'est en nous raccordant, en réaffirmant les valeurs fondamentales qui, depuis les Lumières, créent le monde démocratique le moins mauvais possible. Merci Dominique Schnapper. Rachid Benzine, islamologue, historien, une réaction s'il vous plaît. Monsieur le Président, bonjour. J'aimerais vous entendre, parce que depuis un certain nombre de temps, on entend la question de l'organisation du culte, notamment, et la question des rapports entre la République et les autres cultes, notamment en ce qui concerne l'islam. Et parmi les bruits de couloir, avait circulé cette idée qu'on en toucherait peut-être à cette loi de la loi de 1905. Qu'en est-il si vous allez la toucher? Qu'est-ce que vous voulez changer dans cette loi? S'agit-il d'améliorer les relations entre la République et les religions? Dans quel sens? Ou s'agit-il simplement de faire une place à l'islam? Et comment vous voyez cette place? Et avec qui? Quels interlocuteurs? Ça me semble en tout cas important de le dire. Et dans la mesure où, puisque l'État n'a pas à s'immiscer dans l'organisation, je dirais, du culte, comment vous voyez cette articulation avec ce principe de laïcité au sens de Paul Ricoeur, c'est-à-dire que l'État est amené à avoir une laïcité de neutralité par rapport à la laïcité de combat qui doit être dans l'espace public. Et dans cet espace public, comment organiser au mieux la discussion publique pour qu'elle ne vire pas à la question de l'hystérie telle que nous la voyons aujourd'hui avec la question des stigmatisations. Ma deuxième question, elle est beaucoup plus politique. Elle concerne un problème que nous rencontrons actuellement en ce qui concerne le retour des enfants de Syrie et d'Irak. Est-ce que la doctrine actuelle de l'État français de traitement au cas par cas de retour des enfants djihadistes, qui sont pour une grande part, je dirais, des enfants en bas âge, voire des bébés, n'est pas un recul sur nos valeurs les plus fondamentales, lesquelles valeurs voudraient qu'on n'abandonne aucun de ces enfants qui se retrouvent finalement dans ce cas-là? Et est-ce qu'il n'est pas temps, me semble-t-il, d'affirmer le principe de retour de tous les enfants, sans aucune distinction? Est-ce que si on ne fait pas, est-ce que ce n'est pas quelque part une reddition en termes de valeurs? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces enfants n'ont pas seulement leurs parents qui peuvent être là-bas, mais ils ont des oncles, des grands-pères. Et si la France renonce à ces principes, notamment par rapport aux enfants, nous risquons d'augmenter la question du ressentiment vis-à-vis de la société française. Et la question du ressentiment aujourd'hui dans la société française est un élément fondamental. Et c'est là où je vous renvoie à un certain nombre d'ouvrages que vous avez lus, notamment de Paul Ricoeur, sur le parcours de la reconnaissance. Comment faire que chaque individu soit reconnu dans cette société avec sa propre histoire et que la mémoire soit finalement reconnue. Et surtout, comment traiter, pas simplement soi-même comme un autre, mais l'autre aussi comme soi-même. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui pour apaiser la société, parce que nous avons besoin d'apaiser ces questions sur la question politique, c'est la question religieuse, et la société est loin d'être apaisée sur ces questions-là. Je vous remercie. Merci Rachid Benzine. On continue sur ces mêmes thèmes avec Valentine Zuber. Vous êtes historienne et spécialiste de la liberté religieuse. Oui, Monsieur le Président, dans la poursuite de ce que vient de dire mon collègue, dans le cadre de la défense des droits de l'homme, de la prévention des libertés publiques et dans le maintien, voire le renforcement de la laïcité de l'État,
Comment lier cette exigence de neutralité du bon gouvernement démocratique, mais qui doit être équitable et juste envers tous, avec cette pluralisation croissante des expressions identitaires et des convictions religieuses, tant politiques d'ailleurs aussi que religieuses, qui est la marque de nos sociétés libérales? Comment faire droit à un projet de société commun si ce sont toujours les mêmes, et là je pense aux croyants en général ou aux porteurs de convictions affirmées, toujours les mêmes qui se trouvent pointés du doigt et assignés à devoir rentrer dans le moule commun? Comment maintenir l'égalité dans la diversité sans risquer l'uniformisation et la standardisation? Comment produire enfin une société inclusive sans écraser les différences? Il me semble que plus que le dressage civique de l'apprentissage de la défense de la laïcité telle qu'elle est envisagée actuellement dans certains programmes, il me semble qu'il faut plutôt cultiver, apprendre le débat argumenté, savoir utiliser la raison pour proposer son propre projet et pour le confronter à ceux des autres. Et dans ce sens, le danger d'un durcissement du débat autour de la laïcité me paraît extrêmement dangereux parce qu'il n'est pas adapté à la réalité de notre société et il risque surtout de catégoriser les citoyens selon leurs croyances, leurs convictions ou leurs pratiques et de permettre ainsi des discriminations insidieuses qui ne feraient que continuer à diviser. Je vous remercie. Alors, toujours si on continue sur ces questions de laïcité et également de discrimination, Souad Ayada, vous êtes présidente du Conseil supérieur des programmes, mais vous êtes également philosophe et spécialiste de spiritualité islamique. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre invitation. Je m'inscrirai dans la perspective ouverte par Rachid Benzine autour des questions de l'organisation de l'islam de France. Sans doute en lien avec votre conception de la laïcité plus attentive aux religions, vous souhaitez organiser l'islam de France, lui donner un cadre et des règles qui soient en conformité avec les lois de la République. Si les deux enjeux majeurs de votre projet sont le financement du culte et la formation des imams, beaucoup d'autres ambitions, plus ou moins clairement formulées, dressent, me semble-t-il, un très vaste programme pour lequel je vous souhaite bon courage. Sortir les fidèles musulmans vivant en France de l'influence des puissances étrangères, construire une nouvelle structure de représentation des musulmans de France, réguler l'islam de France, casser les maillons de la chaîne qui vont de la foi au terrorisme islamiste, rendre l'islam compatible avec la République et, enfin, rien que cela, séparer en islam la religion et la politique. Un tel projet peut-il se satisfaire du cadre juridique actuellement en vigueur? On dit que vous réfléchissez à amender la loi de 1905 en introduisant un label d'État pour les associations religieuses et en renforçant l'encadrement du financement de ces associations. Je souhaite, Monsieur le Président, attirer votre attention sur quelques-unes des difficultés qui procéderaient, me semble-t-il, de la volonté de rejouer avec l'islam ce qui s'est joué historiquement autour de la laïcité entre l'État français et l'Église catholique. La première difficulté, c'est que l'islam ne s'est pas pensé, ne s'est pas constitué historiquement dans la forme d'une Église. Même dans l'islam chiite, où existe une forte cléricature, nous n'avons pas affaire à l'équivalent du phénomène Église. Cela invite, me semble-t-il, à envisager patiemment la nature et la fonction des imams et le rôle que nous voulons les voir assumer. Cela appelle aussi une réflexion sur la représentation et l'autorité en islam et exige de reconnaître ceci. Dès ses origines, l'islam s'est heurté à cette double question de l'autorité et de la représentation, sans jamais, je crois, la résoudre. On peut dire que les débats continus sur cette question ont formé et forment encore la matrice du développement historique de l'islam. Nous le voyons dans les agissements les plus violents. La deuxième difficulté me semble tenir à l'idée même de la religion qui anime l'islam.
l'attention exclusive que nous portons aux agissements terroristes et aux manifestations ostensibles de certains musulmans ne doit pas nous faire oublier, nous faire rater les formes spirituelles qui, en islam, dessinent une religion intérieure. Mais là encore, je crois qu'il faut éviter les rapprochements rapides. Cet islam spirituel qui configure une religion intérieure n'est pas tout à fait un islam sécularisé, s'inscrivant dans le mouvement de sortie de la religion. Voilà, donc je crois que c'est un sujet extrêmement embarrassant. Merci, Souada Yada. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent réagir sur ce thème. Olivier Galland, vous êtes sociologue, vous avez mené une enquête récemment à ce sujet. Voilà. Oui, je voudrais d'abord réagir à l'intervention excellente de Dominique Schnapper et la prolonger peut-être de façon un peu plus large sur le rapport des jeunes à la citoyenneté. Alors bien sûr, on a eu un signe favorable avec la participation des jeunes à cette manifestation pour le climat, mais il y a d'autres signes qui sont moins favorables. On voit que la participation des jeunes à la vie citoyenne est relativement faible. Ils participent peu aux élections, ils ont un très faible engagement dans les partis et les syndicats, ils montrent un grand désintérêt pour la politique, leur engagement associatif est relativement modéré et plutôt récréatif. Et puis d'ailleurs, à propos du grand débat, le Cevipof a fait un sondage un peu aléatoire et a regardé la sociologie un peu des participants au grand débat. Moyenne d'âge 60 ans, 5% de jeunes. Donc je sais que vous avez eu un débat avec les jeunes, Monsieur le Président, qui était d'ailleurs excellent. Je l'ai regardé de bout en bout. Et j'ai trouvé ces jeunes d'ailleurs formidables. Ils avaient beaucoup de choses à dire. Mais en fait, dans la société française, on les écoute peu. On les écoute peu, ces jeunes. Mais on voit aussi d'autres signes plus inquiétants. On voit monter des signes de radicalité religieuse. Alors Gilles Kepel, ici présent, pourra en parler mieux que d'autres, mais aussi de radicalité politique. On en a des exemples malheureusement aujourd'hui, et un certain attrait pour la violence. J'ai été frappé par un sondage de l'Ipsos récemment qui montrait que 35% des jeunes étaient d'accord avec l'affirmation suivante: certaines personnes usent de la violence pour défendre leurs intérêts. 35% des jeunes étaient d'accord avec ça. 20% de l'ensemble des Français, mais 35% des jeunes. Donc voilà, il y a une sorte de légitimation de la violence qui commence à apparaître dans notre société. Et d'autres jeunes, par contre, sont tentés plutôt par une sorte de repli identitaire sur la classe d'âge et sur les réseaux sociaux. Donc tout ça pose de graves problèmes, je pense, pour notre vie en société et pour le débat démocratique. Alors, moi, je voudrais faire une proposition. Il n'y a pas eu beaucoup de propositions jusqu'à présent dans ce débat. Je voudrais faire une petite proposition très pragmatique. Je pense que pour lutter contre ce déficit de citoyenneté, l'école française aurait un rôle à jouer. Or, ce n'est pas du tout dans sa culture. La culture de l'école française, c'est de délivrer des connaissances, c'est de délivrer des compétences cognitives, mais ce n'est pas de former le citoyen. Alors que c'est tout à fait la mission que s'assignent les écoles dans les pays du nord de l'Europe, qu'on prend souvent en exemple. Donc je pense que l'école devrait prendre en charge cette mission. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire des cours magistraux d'éducation civique, ça ce serait tout à fait contre-productif, mais il s'agit d'avoir des débats argumentés. Je crois que le terme d'ailleurs a été employé par une intervenante précédente. Il s'agit d'avoir des débats argumentés avec ces jeunes, d'abord d'écouter ce qu'ils ont à dire, même si ça dérange, et ça dérange souvent, mais il faut les écouter, on ne les écoute pas assez. On a une culture scolaire qui est très verticale, où les élèves sont passifs. Il faut faire rentrer la culture participative, qui est si à la mode aujourd'hui, dans le système scolaire. Donc écoutez ce que ces jeunes ont à dire. Ils ont des choses à dire qui parfois dérangent, qui parfois sont stupides, mais il faut débattre avec eux, les écouter, et je pense qu'il y a un véhicule pour ça. Alors je ne sais pas ce qu'en pense M. Blanquer. Payon avait inventé l'enseignement moral et civique. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne très bien, mais ça pourrait être le véhicule pour faire ça. Et puis il y aurait un avantage subsidiaire, c'est qu'on sait bien, il y a des travaux de psychologues, de sociologues, d'économistes qui l'ont montré, que d'acquérir des compétences cognitives dans la vie, c'est très bien pour réussir, mais ça ne suffit pas.
Il faut aussi acquérir des compétences sociales. Et l'école devrait jouer un rôle, parce que ces compétences sociales, malheureusement, certaines familles n'arrivent pas à les fournir à leurs enfants. Et l'école devrait prendre en charge ce rôle éducatif des jeunes citoyens. On va faire réagir. Merci Olivier Galland. On va faire réagir Monsieur le Président de la République. Oui, et je laisserai d'ailleurs les ministres de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche réagir sur les sujets scolaires. Je trouve que c'est important qu'ils apportent d'abord ce qu'ils font et puis leur part de vérité. Sur ce qui vient d'être dit, je lis comme vous, hein, je parle de jeunesse, citoyenneté, je vais remonter sur la problématique laïcité et islam, ce que je les distingue. Sur ce que vous venez de dire, je crois qu'on a bien vu le sujet et au fond, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est les résultats de l'école d'hier. Les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, c'est la difficulté de mener des réformes ou de procéder à des changements. Ils sont le fruit d'un système éducatif qui était celui qu'ils ont connu il y a 5, 10 ou 15 ans. Bon. Et je crois que ce qu'on veut vraiment bâtir avec cette notion d'école de la confiance correspond pour partie, et d'ailleurs à ce que vous dites, c'est-à-dire en faisant rentrer l'éducation artistique, culturelle, en faisant commencer d'ailleurs l'école plus tôt et en y apportant des éléments plus sensoriels et affectifs pour la plus petite enfance, en valorisant justement les échanges avec des modules conçus de manière adaptée. On cherche justement non seulement à avoir une école qui apprend pour les plus petites classes à lire, écrire, compter, mais aussi se comporter et ensuite progressivement former le citoyen. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans ce sens, de donner de la confiance, jusqu'à d'ailleurs la politique d'orientation. C'est tout le lien qui est fait entre l'école, en tout cas le lycée et le supérieur, avec ce fameux débat qu'il y a eu autour de Parcoursup, et ce qu'on prévoit dans l'école pour aider les élèves puis les étudiants à s'orienter et à choisir. Parce que notre système scolaire, il était surtout formidablement fait pour être déterministe sur le plan des choix. C'est-à-dire, ces vies empêchées qu'on évoquait tout à l'heure, elles allaient jusqu'au choix ultime. On en parlait avec les ministres. L'école dans laquelle on vivait, c'est une école où un jeune, en sortant de terminale, la plupart du temps, il choisissait les choses en regardant ce que ses parents faisaient ou les offres éducatives qu'il y avait autour de la maison, c'est-à-dire dans la ville la plus proche, quand on regarde les éléments statistiques, ce qui est vraiment le cœur du faible choix. Donc, moi j'ai bien conscience de ce que vous dites, je laisserai les ministres compléter, mais l'idée de former des citoyens et en quelque sorte progressivement d'amener les collégiens, lycéens, puis les étudiants pleinement à cette part de sortie de l'état de minorité, si je puis dire, ce qui correspond à la philosophie qu'on a pour toute la société, est au cœur de ce qu'on veut faire et de reconnaître qu'il n'y a pas que des compétences cognitives. Alors après, vous avez ouvert un continent, et donc je vais essayer de dire comment, à titre personnel, je vois les choses, et au-delà de titre personnel, les engagements que j'ai pris et ce à quoi je crois. La crise de la représentativité et au fond cette crise de l'état de droit, elle a évidemment beaucoup d'autres composantes que simplement le sujet des atteintes à la laïcité. On l'a bien vu, c'est au fond le respect de l'autre, et je le dis parce que la laïcité n'est qu'une part de cela. Et dans les tensions que nous vivons aujourd'hui, il y a au fond l'idée que la frustration que je ressens, ou mon désaccord avec une décision ou une situation que je vis, justifie la violence politique et le non-respect de l'autre. Et ça, en effet, c'est un des principes même de la société dans laquelle nous vivons. Et qui fonde la citoyenneté, c'est-à-dire le fait qu'on me reconnaisse en même temps des droits et une protection. Et donc ça, on ne peut l'accepter. On voit là qu'il y a à reconquérir à la fois des principes, des actes, une éducation, et à faire respecter cette part d'ordre sans laquelle la liberté ne peut plus s'exercer. Dans ce contexte-là, comment moi je vois la laïcité? D'abord sans naïveté, et ce que vous avez dit, je le partage. Je l'ai d'ailleurs même dit il y a quelques semaines de manière aussi crue que vous l'avez fait pour les élèves d'écoles juives, en demandant un audit systématique au ministre de toutes les écoles où on observait ce phénomène lancinant depuis des années dans certains départements, où on a des élèves qui, parce qu'ils sont juifs, ne peuvent plus rester à l'école et sont poussés dehors. Un phénomène d'ailleurs qui était insidieux parce qu'on ne le dit pas, c'est pas dénoncé. Et ils rejoignent d'ailleurs l'enseignement privé sous contrat la plupart du temps, plutôt catholique
qu'autre chose, avec des phénomènes de recomposition, du coup, et de désagrégation dans certains endroits de l'école de la République. Donc, je suis totalement sur cette ligne. Nous avons d'ailleurs, sur la base d'une proposition sénatoriale, aussi durci les choses et les contrôles sur les écoles, proposition de loi dite Gatel, qui nous a d'ailleurs permis, lorsque certaines écoles ne respectaient pas ces règles, de pouvoir les fermer, ce qui n'était pas possible jusqu'alors, et donc de ramener des enfants dans le giron de l'école de la République et de lutter contre le communautarisme. Moi, ma vision est claire, c'est 1905 et rien que 1905. La laïcité n'a pas d'adjectif qu'on doit lui accoler. Moi, je ne lui en ai pas accolé. Mais je n'en ai jamais fait non plus une forme de religion de la République contre une autre. La laïcité, c'est, j'ai toujours dit, tel que je le vois, un principe de la République qui assure la liberté de chacun et la protège. Et donc permet à chacun de croire ou de ne pas croire, de le faire librement, et n'a à s'immiscer dans la vie d'aucune religion. S'en décline évidemment la neutralité des services publics, et de ce fait, elle est un cadre. La difficulté qu'on a, c'est qu'on met derrière la laïcité des peurs qui ne sont pas directement liées à ce principe, et qu'on met la peur de l'immigration, parfois la peur de l'autre tout court, et la volonté d'imposer un modèle qu'on verrait comme dominant par rapport à un autre. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, je ne souhaite pas qu'on change la loi de 1905 et ce qu'elle représente et ce qu'elle permet de préserver. Et je n'en ai jamais fait non plus une interprétation qui me semble aller au-delà de ce que ces pères, j'allais dire pour apporter une touche d'humour spirituel, lui ont apporté. Une fois qu'on a dit ça, j'ai souvent dit, je ne demande à personne en République de croire modérément ou pas. Cela ne m'intéresse pas. Je veux que chacun puisse croire ou ne pas croire librement, que dans le cadre de sa foi, ça puisse être aussi absolu qu'il ait besoin de la vivre, mais je demande aux mêmes citoyens de respecter absolument toutes les règles de la République. C'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que dans nos débats, nous avons souvent d'ailleurs entremêler les notions en demandant d'être modérément musulman, par exemple, ou de vouloir construire une forme de modération. On demande à aucun protestant ou catholique d'être modéré. On lui demande, à la rigueur, je dirais même que de là où on est, on se fiche de savoir ce qu'il est, on lui donne la possibilité de l'être comme il veut, mais de ne respecter absolument toutes les règles de la République. C'est ça la laïcité. C'est ça la laïcité. Alors ensuite, tel que nous le vivons aujourd'hui, on a un sujet avec l'islam. Et donc, de la même manière qu'il ne faut pas dire « le problème c'est la laïcité », il y a un sujet avec l'islam qui a multiples facettes. Parce qu'il y a, certains ont parlé d'insécurité culturelle, mais il y a au fond, dans notre pays, quelque chose qui se vit où on mélange le fait cultuel, le fait culturel, le fait migratoire. Et tout ça s'entremêlant, on va dire que ça s'écraserait sur la laïcité. Pour moi, ça n'est pas la laïcité. C'est une question de savoir comment on construit le cadre de vie en commun. Ensemble, quand on a des débats sur le burkini ou que sais-je, ça n'a rien à voir avec la laïcité, c'est pas cultuel. C'est un débat qui, à la rigueur, a à voir avec l'ordre public et la capacité à garder le calme dans un espace social, à se dire est-ce que c'est acceptable par les uns et les autres et comment on veut vivre ensemble. Mais ce n'est pas la même chose que la laïcité. Je veux poser ce cadre parce qu'il me semble que c'est fondamental si on veut pouvoir progresser. Et donc, nous avons aujourd'hui dans notre société à réussir à installer la place de l'islam, qui est une religion qui n'était quasiment pas présente au moment de la loi de 1905, qui, compte tenu des migrations des dernières décennies, a pris plus de place dans notre société et qui a à faire jouer des tensions qui sont à la fois migratoires, de représentation et sur voilà, qui fait vibrer toutes les cordes que je viens d'évoquer. Et je pense que ça, il faut le regarder en face, ce défi. Et donc, il faut y apporter une réponse. Et c'est le cœur de ce que je veux faire. Donc, pas en disant il faut affaiblir 1905 ou il faudrait avoir une approche concordataire pour cette religion. Non, mais il faut dire, maintenant, nous avons
des Françaises, des Français ou des binationaux dont c'est la religion, ils sont de plus en plus nombreux, et elle doit pouvoir trouver sa place pleine et entière, on doit pacifier cette relation. Et qui plus est, notre défi est au carré parce qu'on le fait à un moment où l'islam vit une crise qui est mondiale, où vous avez un conservatisme croissant au sein de beaucoup de ces religions, et même des pays où il y avait autant de musulmans il y a 30 ans et aujourd'hui, qui étaient des pays où le voile avait disparu. Beaucoup de pays du Maghreb, du Proche et Moyen-Orient voient le voile réapparaître. Donc c'est, je dirais, un mouvement qui est lié à l'islam lui-même, qui n'est pas lié à notre société à nous. Donc il y a un conservatisme qui monte, des tensions qui montent au sein de l'islam, et où l'expérience de cette religion entre le fait spirituel et le fait politique n'est pas la même que celle que nous vivons. Et donc, dans ce contexte-là, nous devons penser un cadre où on ne doit rien transiger de cette séparation. Et ça, je pense que c'est un fait absolument essentiel. Rien ne peut être transigé. Et donc, cette séparation entre l'Église et l'État, il faut réussir à la penser et l'articuler pleinement. Et donc, toute immixtion dans ce qui est de l'ordre de l'État ou de l'organisation de la société, du fait d'une religion, ne peut être acceptée. Et c'est là où il y a un point de tension très fort, avec certaines personnes qui organisent ce culte, le font vivre, et qui sont sur des mouvements plus conservateurs. Et là-dessus, il s'agit de distinguer aussi les choses. Ce ne sont pas des gens qui vont conduire au terrorisme, mais qui ont une vision très conservatrice et de type politique de l'islam. On l'a chez certains frères musulmans, chez certains salafistes, qui considèrent que leur rôle est d'avoir des formes d'organisation qui relèvent du politique et plus simplement du religieux. Ça n'est pas compatible avec, pour le coup, la laïcité et la vision que nous avons de la société. Et donc, pour faire vivre tout le monde ensemble, nous devons progressivement d'abord commencer à l'école. Et donc, je reprends par rapport à votre point, vous avez raison, il ne s'agit pas de dire on a à enseigner en quelque sorte un catéchisme de la République, mais on a à expliquer ce qu'est le cadre de la laïcité, tel que je viens d'essayer de le faire rapidement. Et c'est d'ailleurs dans le projet du ministre à expliquer ce que j'appellerais l'histoire des civilisations, et d'expliquer pour que chacun puisse se faire justement son opinion et soit instruit des éléments d'histoire qu'il y a derrière parfois les croyances des uns et des autres. Mais à l'école, on ne doit rien céder de ce que certains aujourd'hui, ce sur quoi certains voudraient nous faire reculer, le relativisme sur les théories de l'évolution, l'impossibilité d'enseigner tel ou tel événement historique parce qu'il ne relève pas de ce que la religion accepte. Ça, c'est une ligne rouge absolue. Ensuite, quand on regarde l'islam, et plusieurs dans cette salle ont mené des enquêtes et des travaux très nourris sur ce sujet et sont beaucoup plus complets que moi, on peut voir qu'on a un vrai problème en effet d'organisation. Et vous avez raison, c'est lié au fait que l'islam ne s'est pas pensé de la même manière que les autres religions du livre qui sont présentes de plus longue date. Néanmoins, d'autres religions ont à vivre ce durcissement. On pourrait parler de l'évangélisme si on était sur d'autres continents. Nous serions au Brésil, je pense qu'on serait plus soucieux d'une plus grande radicalité de l'évangélisme que de l'islam. Donc, ce qu'on voit et qui pointe ici, qui nous bouscule, existe sous d'autres formes ailleurs. Mais je pense que notre devoir dans les réformes à conduite, c'est de clarifier les sujets de financement. Parce que ces sujets de financement aujourd'hui nourrissent certains groupuscules qui ne respectent pas les lois de la République, nourrissent des comportements qui sont des comportements de sécession de la République, introduisent beaucoup de confusion. Et donc il faut remettre de la transparence. La loi de 1905 d'ailleurs le permet, c'est les compromis qu'on a passés avec la loi de 1905 qui ont rendu les choses plus faibles. Je ne veux pas être ici trop long, mais on a accepté avec beaucoup de religions de sortir du cadre de 1905 pour passer par le cadre de 1901 qui est moins rigoureux. Et donc il faut qu'on regarde ensemble comment dans le financement des religions, on rentre dans le cadre stricto sensu de 1905-1907 qui permet un contrôle tout à fait satisfaisant. Il ne s'agit pas de le réinventer, mais de revenir sur des choses avec lesquelles on avait composé dans le temps. Ensuite, on a le sujet de l'islam consulaire qui pose des questions différentes selon les pays de référence et qui pose tout particulièrement, pour se parler toujours aussi franchement ici, un vrai sujet par rapport à la Turquie. On a un islam consulaire qui ne facilite pas l'intégration pleine et entière lorsque l'islam continue à être organisé par des pays où on a une relation de type colonial ou maintenant post-colonial, parce qu'il est embrumé d'une tas de relations, parfois de confusion, et je pense qu'on peut aller vers une normalisation. On doit réussir avec la Turquie à clarifier les choses, parce que le projet turc aujourd'hui est un projet politico-religieux, et il est totalement antagoniste avec ce que je viens de décrire.
Et donc là, sur ce sujet, il faut avoir un discours de vérité. J'ai commencé à l'avoir avec le président turc, mais il imposera des choix, des changements profonds. Et ça, il faut les faire. Si je ne les faisais pas en disant je regarde ailleurs, je ne serais pas responsable. Et puis, quand on parle des financements, on a le sujet qui là aussi nécessite une clarification et une organisation qui est celui de l'organisation du pèlerinage. Là, ça touche directement évidemment l'Arabie Saoudite, où je dirais aujourd'hui les règles de transparence, de clarté ne sont pas satisfaisantes et nourrissent aussi des structures, des comportements qui sont parfois pas ceux qu'on souhaite. Voilà donc les quelques éléments, en tout cas tangibles, sur lesquels je souhaite qu'on puisse avancer, mais tout simplement pour faire ce que nous sommes. Et les choses se sont progressivement installées, sédimentées, et le sujet est suffisamment ample pour que ce soit un défi, pour faire qu'il y a eu un glissement par rapport à nos principes. Moi, je veux revenir à la force et la vitalité première. Et au fond, ce que je veux dans notre société, ma question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien qu'une jeune fille mette le voile ou pas le voile dans la rue. Ce n'est pas la question à laquelle doit répondre le président de la République. C'est la question de savoir si elle est libre de le faire ou pas. Et toute l'organisation qu'il y a derrière, sociale, de quartier, de financement, les pressions qu'elle exerce, je dois là pouvoir les clarifier pour en être sûr. Et je dois être sûr qu'à l'école, elle a accès aux valeurs, aux notions, à l'enseignement qui lui permettra de choisir librement cela. Voilà comment je vois les choses sur ce sujet et quelques-unes des réformes sur lesquelles nous voulons avancer. Mais je suis pleinement conscient aussi des défis qui sont liés à l'islam tel que vous l'avez. Alors justement, avant de revenir sur l'école et d'entendre les deux ministres, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur l'islam. Ici, j'aimerais les entendre. Hakim El Karoui, et notamment, vous êtes normalien, vous avez travaillé sur cette question. Ensuite, je vois aussi deux autres spécialistes de cette thématique. Hakim El Karoui. Bonsoir. Je voudrais donner une bonne nouvelle. Il n'y en a franchement pas des masses sur le sujet de l'islam en général, enfin sur le sujet de l'islam en particulier, et dans le débat qu'on a eu jusqu'à présent. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut arrêter d'essentialiser l'islam. L'islam, d'une certaine manière, ça n'existe pas. L'islam, c'est ce qu'en font les musulmans. Et quand on regarde ce qu'en font les musulmans français, on voit deux dynamiques très différentes. On voit d'un côté un islamisme français, qui n'est pas l'islamisme maghrébin, qui n'est pas l'islamisme du Moyen-Orient, qui est une invention qui, d'une certaine manière, peut nous inquiéter, parce que c'est plus qu'un projet politique, c'est un projet idéologique, qui se nourrit et qui est né, d'une certaine manière, de la situation française, et pas de la situation du monde arabe. Donc on a cette inquiétude-là, qui est forte, qui est légitime, qui doit être documentée. Et puis, il y a une autre dynamique. Et cette dynamique, malheureusement, on n'en parle jamais. C'est celle de tous ces Français de confession musulmane qui ont une différence avec les autres Français, c'est que souvent, plus ils sont jeunes, plus ils pratiquent, plus ils croient, ce qui n'est pas du tout le cas des autres jeunes Français. Mais quand on les regarde de près, on se rend compte qu'ils ont le même système de valeurs que les autres Français. Peut-être un peu plus conservateur, probablement, mais pas dans une logique d'antagonisme avec les valeurs de la République. Et je crois qu'il faut partir de cette divergence. Cette divergence, elle montre que le combat, il est d'ailleurs d'abord entre les musulmans, plutôt qu'entre la République et l'islam. Il dit aussi une chose, c'est que ce n'est pas l'État qui va réformer l'islam de France. Ce n'est pas l'État qui va créer l'islam de France. Ce sont les musulmans de France. Parce que l'État, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas le génie de la laïcité, et puis ce ne serait même pas efficace de croire que c'est l'État qui va le décider. Donc, l'État, il doit probablement être dans une logique de régulation des libertés, le président de la République l'a dit, mais le sujet maintenant, c'est est-ce qu'il y a des Français de confession musulmane qui sont prêts à s'engager, à réorganiser et à mener le combat qui est un combat religieux, idéologique, théologique, à l'intérieur de l'islam. Moi, je crois que tous les travaux qui ont été faits ici et là sur ce sujet montrent que c'est possible et qu'il faut que l'État soit à sa place. Ce n'est pas l'État qui va faire. Si c'est l'État qui fait, il va casser. L'État, il doit aider, soutenir, encadrer, faciliter les relations avec les pays étrangers qui, pour 1000 raisons, veulent intervenir. Et si on arrive à ce subtil équilibre, peut-être qu'on pourra faire la grande transformation qui s'impose et gagner une bataille qui, franchement, n'était pas sûre d'être gagnée. Merci Hakim El Karoui. Benjamin Stora, vous présidez
le conseil d'administration du musée de l'immigration sur ce que le président de la République a dit, sur ce qu'Hakim El-Karoui a dit par rapport à ce que vous connaissez de l'islam. Une réaction? Tout d'abord, merci Monsieur le Président pour cette invitation et ce débat. Je dirais que dans le flot des images négatives concernant l'islam et les pays arabes, alors on ne va pas tous les énumérer, le chaos, les guerres, les réfugiés, le terrorisme, etc. Il y a une éclaircie, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. Parce que dans l'Algérie d'aujourd'hui, nous avons des millions de personnes qui manifestent pour la démocratie politique et pour un système de représentation qui leur appartienne en propre. Cet événement, qui est considérable, aura des répercussions pour tout le monde méditerranéen et donc pour la France, qui est une puissance méditerranéenne. Alors la question, parce que je vais être très rapide, sinon on va terminer très tard et tout le monde va être très fatigué, la question simplement que je voudrais poser est la suivante. Comment faire en sorte que la France puisse intervenir pour soutenir les démocrates algériens alors qu'elle a, comme nous le savons, par les manifestants, en particulier algériens d'aujourd'hui. Et donc il y a ce subtil équilibre qu'il faut essayer de trouver entre une forme de soutien à la démocratie algérienne en train de se constituer sous nos yeux, dans des cortèges mêlés où hommes et femmes manifestent ensemble. Un sabotage encore, un complot. Il faut le signaler parce que dans la mesure où, encore une fois, par rapport à ce flot d'images négatives depuis des années, nous avons là à la fois un très grand calme, une très grande organisation de tous ces manifestants par millions. Je pense à la caricature d'un caricaturiste algérien, Dilem, ce matin, et qui montre, disons, un homme du haut de la Tour Eiffel qui harangue les gilets jaunes et qui leur dit « Regardez les cortèges civilisés » en montrant les manifestations d'Alger. Fermons cette parenthèse, c'est assez drôle parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans cette histoire algérienne d'aujourd'hui et aussi une très grande partie de la jeunesse algérienne qui est très très nombreuse et très massive. Donc comment faire en sorte que nous puissions envoyer des signes politiques, culturels, démocratiques, humains en direction de toute cette jeunesse qui est immense et qui a des répercussions dans la diaspora maghrébine en France, pas simplement algérienne, mais maghrébine en France, pour qu'on puisse exister dans un signal positif fort, mais qui ne soit pas aussi vécu comme de l'ingérence. Ça, c'est très compliqué. C'est un exercice politique et culturel d'une extrême complication. Et dans le même temps, deuxième petite question très rapide, est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper du point de vue du fait que la France est une grande puissance méditerranéenne par son histoire, est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement, dans le cours même du développement de ce que certains appellent déjà la deuxième révolution algérienne d'aujourd'hui sous nos yeux, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager dès à présent la préparation d'un sommet méditerranéen comme une sorte, disons, d'espace mixte entre la France et la plupart des pays méditerranéens pour encourager à travers l'exercice démocratique, c'est-à-dire la presse libre, les intellectuels, les journalistes, le mouvement des femmes, etc. C'est-à-dire d'essayer d'encourager à travers des forums de citoyenneté, de discussion démocratique, donc de culture et d'enseignement de l'histoire, d'encourager tout cela. Alors je sais que ce sont des questions très difficiles, hein. C'est des questions compliquées, mais je pense qu'on ne peut pas être absent de ce mouvement d'aujourd'hui. Ce qui est un mouvement qui est en train d'avoir des répercussions, encore une fois, pas simplement dans l'espace méditerranéen, mais à l'échelle de l'ensemble du monde arabe aujourd'hui. Et c'est très important à analyser. Voilà, c'est ça une question un peu difficile. Et on va la complexifier encore, puisque je vais donner la parole à Gilles Kepel, qui est islamologue sur ce point. Votre réaction, Gilles Kepel. Merci beaucoup, Guillaume Erner. Monsieur le Président, vous nous avez réunis aujourd'hui, 18 mars 2019, qui est le 148e anniversaire du déclenchement de la Commune. De certain nombre de gilets jaunes d'extrême gauche, d'ailleurs, sont inspirés de la Commune. Les deux phénomènes, évidemment, ne sont pas comparables pour les historiens sérieux. Néanmoins, il y a un certain nombre d'éléments qui nous obligent à réfléchir
D'abord le lancement d'une utopie, puis l'aboutissement dans la violence et les massacres, la dégradation de nombreux biens publics à Paris, et également cette espèce de haine, de détestation de la représentation, de la démocratie représentative. Et j'ai été très frappé par le fait que dans les mouvements qu'on a vus, il y a eu ces attaques contre les députés, ces permanences murées, ces menaces physiques, etc. Et je me demande si on n'a pas là quelque chose qui, d'une certaine manière, prolonge et va un petit peu plus loin que ce qui vient d'être dit précédemment sur ces sujets, qui est que nous avons aujourd'hui un problème d'inclusion à la fois sociale et politique de toute une partie de nos populations qui ne s'identifient plus ou qui s'identifient de plus en plus difficilement aux institutions de la République. Et par là, il y a d'une certaine manière des éléments comparabilité entre, d'un côté, le phénomène des Gilets jaunes, ce qu'on appelle les territoires, c'est un mot qui a été inventé à cette occasion, et de l'autre côté, les quartiers, c'est-à-dire les quartiers populaires, non périurbains, mais où vivent en grande partie des enfants de l'immigration, dont nombreux sont de culture, d'origine musulmane, quoi que ce soit que l'on mis derrière cette étiquette. Alors, première question, est-ce que vous ne croyez pas que nous avons aujourd'hui un véritable problème institutionnel avec le quinquennat qui a abouti à ce que les députés soient élus pour 5 ans dans la foulée du président de la République, en tirent très largement leur légitimité, et que du coup, au fond, très peu de choses remontent désormais par la représentation parlementaire. Vous avez tout à l'heure exprimé, avant la pause, que le grand débat était un élément important de démocratie délibérative, certainement, mais précisément le Parlement, comme son nom l'indique, est là pour parler. On a quand même le sentiment que notre Parlement parle assez peu. Et dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas là un souci institutionnel? D'autre part, le non-cumul des mandats s'est traduit par le fait qu'un certain nombre de nos députés, c'est très bien que beaucoup soient jeunes, mais en même temps ils n'ont pas toujours beaucoup d'expérience, sont un peu hors sol aujourd'hui. Et je vois du reste un signe dans le fait que vous ayez remis les maires au cœur du grand débat, un élément très intéressant. Je voulais vous demander votre sentiment là-dessus. Et ces problèmes institutionnels ne sont pas si éloignés des questions qui ont été posées par mes collègues, considérant l'émergence des identités à la place des solidarités sociales et la fixation justement sur des éléments locaux, que ce soit les territoires des uns, les quartiers des autres. Comment est-ce que vous envisagez cette sortie de crise de ce point de vue-là? Quelles sont les solutions institutionnelles qui vous sembleraient important de prendre? Vous avez commencé le quinquennat en vous émancipant de partis politiques qui ont été considérés par une grande quantité de nos concitoyens comme totalement sclérosés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va remplacer justement ce qui faisait que ces partis permettaient de remonter à un certain nombre de revendications et dont on a un peu le sentiment que justement l'explosion de la violence, que ce soit à travers la violence venue des territoires ou que ce soit la violence qui était venue autrefois des quartiers, qui s'est traduite dans une certaine mesure par le djihadisme et qui, en voyant aujourd'hui des scènes comme celle de ce dimanche, évidemment, ne peuvent pas ne pas donner des idées.
Comment est-ce que vous envisagez la solution à ces problèmes? Je vois que Merci Guillaume Erner s'approche avec son bâton à censure, donc je me tais face à la censure de France Culture. Parce qu'il y a eu énormément de points abordés. Et, alors en plus, j'allais vous dire, n'hésitez pas à dire si la réponse du président de la République vous satisfait. Mais alors là, on est parti très très loin. Peut-être d'abord une réponse, Monsieur le Président, sur l'Algérie et sur ce qu'a dit Benjamin Stora. Ensuite, je donnerai la parole au ministre. Alors, Pour l'école. On est sur un spectre très large. Non, je partage ce qu'a dit Benjamin Stora avec les contraintes qui sont les miennes. Donc je suis intellectuellement d'accord et politiquement placé dans une situation qui est différente. Différente. Et donc, parce que quelque commentaire que ce soit est perçu comme une émission. On peut enlever le micro. Donc, c'est la grande difficulté. Il y a des échanges qui sont constants pour essayer d'accompagner ce qui est une forme de transition des dirigeants. Mes homologues, de là où je suis, ce sont les dirigeants. Et je pense que si j'en venais à, en tout cas de là où je suis, d'où je parle, à choisir mes interlocuteurs dans l'opposition ou dans la rue, d'abord, je commettrais une erreur fondamentale vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire que je les condamnerais au discrédit immédiat. Et je pense qu'on ouvrirait un débat qu'on connaît par cœur dans la relation franco-algérienne, qui est le débat de l'immixtion dans la politique, etc. Donc, je me suis tenu très à distance de ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des échanges, en particulier avec ceux qui dirigent aujourd'hui l'Algérie, pour essayer de comprendre, d'accompagner et de faire passer des messages d'une transition. Mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Par contre, sur le deuxième sujet, la deuxième voie de passage, parce qu'il faut ouvrir des voies d'eau. D'abord, par rapport à ça, je pense que pour le coup, vous êtes beaucoup plus à même que moi d'agir efficacement. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que la société civile, l'académique, le monde intellectuel, l'Algérie est un pays jeune, où pendant trop d'années, moi je l'ai dit quand je me suis rendu en Algérie, on a considéré que l'avenir d'un jeune Algérien ou d'une jeune Algérienne qui voulait réussir, c'était venir faire ses études en France. Moi, j'étais frappé même quand on offrait des programmes avec les ministres en Algérie. Les gens disaient ça n'a pas l'air terrible. Et donc, il y a quelque chose à faire avec les milieux académiques, scientifiques, intellectuels et les échanges qu'il peut y avoir entre intellectuels. Ça, c'est quelque chose de très utile et qui n'est, si je puis dire, pas entouré ou nimbé de soupçons. Ensuite, moi, j'ai pris la décision d'organiser pour le mois de juin, donc de réaliser le rêve de Benjamin Stora, mais il ne le savait pas encore, au mois de juin, un sommet qu'on a appelé des deux rives. C'est pas nouveau l'idée d'avoir une politique méditerranéenne, c'est une politique qui s'est souvent ensablée, sans mauvais jeu de mots, dans le conflit du Proche Moyen-Orient ou dans les divisions européennes. L'idée là, c'est d'avoir un sommet 5+5, donc pas simplement la France et justement les 5 pays de l'autre rive, mais d'associer nos partenaires européens qui sont intéressés au sujet, et de le faire avec les gouvernements, mais aussi les jeunesses, le monde intellectuel, le monde culturel. Et donc d'avoir une déclinaison pour que ce dialogue se nourrisse, parce que je pense aussi que c'est une des manières de reconstruire un vrai dialogue au sein du Maghreb, qui aujourd'hui s'est fracturé sur beaucoup d'autres sujets. Donc voilà les voies de passage, mais je pense qu'il faut accepter sur ce sujet, compte tenu de notre histoire commune, d'avoir une forme d'art du contournement, en tout cas de politique indirecte, extrêmement respectueuse de la souveraineté et du contexte. Une réaction rapide, Benjamin Stora? Rapide, s'il vous plaît. Moi, je pense effectivement que c'est du devoir des intellectuels aujourd'hui d'être aux côtés de ceux qui combattent en Algérie pour la démocratie. Ce n'est pas simplement, effectivement, les politiques, l'État, les gouvernements, etc. Il y a émergence d'une société civile en Algérie. Si ce n'est pas maintenant que nous le faisons, il peut y avoir une dynamique où ce seront les islamistes qui l'emporteront. C'est maintenant que la bataille démocratique se joue, c'est tout de suite. Et pas simplement à travers des prises de position étatiques, mais des prises de position intellectuelles. Ça fait 1 mois que le mouvement a commencé. Il rassemble des millions et des millions de personnes. Et il y a quand même un certain silence des intellectuels sur cette question.